comme bien d'autres acteurs de promotion des droits humains, travaillent pour le complet bien-être des personnes vulnérables. Et cela depuis 10 ans maintenant. La santé et l'hygiène menstruelle est notre combat. En tant que secrétaire général de l'Organisation pour de nouvelles initiatives en développement et santé, j'ai l'honneur, au nom du conseil d'administration, d'ouvrir ce webinaire qui porte sur le thème Hygiène menstruelle, enjeux de droits humains et de santé publique, cas des filles, femmes déplacées internes au Burkina Faso. Merci à tous les panélistes pour le temps que vous allez nous donner. Comme vous le savez, nous aurons une grande championne pour coordonner ce webinaire par une brillante modération que vous connaissez déjà. Alors, permettez-moi, mesdames et messieurs, que je vous présente une championne de la lutte pour les droits des femmes, qui aura ensuite la charge de vous présenter d'autres femmes et hommes champions de la lutte pour la santé et l'hygiène menstruelle. Alors, notre modératrice de ce jour, elle est journaliste burkinabé, engagée en faveur des droits des femmes et la lutte contre les violences basées sur le genre, engagée dans la lutte contre la sous-représentation des femmes dans les médias. Elle est la première responsable du média en ligne Moussou News. Son expérience, son santé et des droits humains garantiront sans aucun doute une gestion efficace et engageante du webinaire. Je m'en vais là nommer notre dynamique et infatigable Basiratou Kindo, notre modératrice du jour, à qui je laisse la parole. Mais en attendant, je vous souhaite vraiment des échanges fructueux et bon webinaire à toutes et à tous. Je vous remercie. Basirou, vous avez la parole. Plutôt Basiratou. Ah, Basiratou, c'est vrai. Toutes mes excuses. C'est vrai que le masculin de Basiratou, c'est Basiro. Merci beaucoup, Madame, Merci. Madame la présentation de ma personne. Je suis très, très honorée et c'est avec plaisir et surtout avec rigueur et beaucoup de passion que je veux modérer ce webinaire à l'issue duquel nous allons ensemble beaucoup apprendre sur cette problématique qu'est l'hygiène menstruelle, sur ce droit de la femme qu'est l'hygiène menstruelle et ensemble, nous allons proposer des solutions, proposer des recommandations afin que la femme et la jeune fille puissent participer autant qu'elle peut à la construction d'une nation prospère avec ses règles qui est un état normal. Alors, je ne vais pas trop faire de discours. On y hygiène menstruelle, enjeux de droits humains et de santé publique, cas des filles, femmes déplacées internes du Burkina. Les règles ou encore les menstrues, elles sont aussi appelées l'armée rouge, tanti rose. Pendant la période, il y a des expressions qui la désignent comme les Anglais ont débarqué ou encore il pleut aux Pays-Bas. Tous ces noms ou expressions pour ne pas appeler de son vrai nom. Et pourquoi? Parce que les règles continuent toujours d'être un tabou. Pourtant, il est tout normal, un fait normal qui aujourd'hui a entaché à l'épanouissement scolaire, économique et même social de plusieurs jeunes filles et femmes. La preuve, qu'on pourra appeler
personnes déplacées internes. J'invite notre jeune fille pour son témoignage qui ne devrait pas dépasser 1 minute à 2 minutes. Écoutons. On peut avoir notre témoin? Oui. On peut Bonjour, avoir notre témoin? Oui, bonjour. c'est la responsable de l'association de Fadala. OK. Oui, elle peut commencer. Ok. Bonjour, moi c'est Comparé Bonjour. Damorwende. Moi c'est Comparé Damorwende Mariette. Je suis responsable de l'association Tera Wende des femmes déplacées internes du Gourma. Comme difficulté que les femmes rencontrent pendant les menstrues, c'est beaucoup. Parce que si tu n'es pas chez toi, tu ne peux pas sentir comme tu es chez toi. Puisque nous, on est venus à Fada ici, on ne peut pas dire que là où on était avec ici, c'est toujours pareil. Parce que quand on était dans les villages, c'est vrai que c'est dans les villages, il n'y a pas de serviettes réelles C'est- qui pouvaient, en tout cas, si tu plaçais seulement, ça pouvait supporter le sang. Mais maintenant, avec le déplacement qu'on a à Fada, on ne peut plus avoir ces pailles réelles, puisque ces pailles réelles coûtent plus cher. Donc, c'est les tissus. C'est les tissus qu'on utilise. Mais maintenant, avec les tissus pailles que nous portons, même si tu déchires, mais ça ne peut pas, ça prend pas le sang, quoi. Donc, si la personne est assise, si vous avez une rencontre ou soit quelque chose, si cette personne est assise pendant 10 minutes, même si elle se lève, tu vois qu'elle est cachée. Donc, ça joue vraiment sur les femmes-là. Donc, ce qui fait que ces femmes-là, s'il y a des rencontres, des formations, ce qui fait que ces femmes-là, s'il y a des rencontres, des formations, elles préfèrent rester chez elles pour ne pas venir. Puisque c'est ta dignité qui est là. Tu as ça. Parce qu'il y a à peine de voir l'eau laver 3, 4 fois par jour, c'est difficile. Et puis, il y a le savon aussi qui est là. Donc, ces femmes-là préfèrent rester chez elles pendant 3, 4 jours quand ça va finir pour qu'elles se présentent. Toi, la maman, même, tu n'arrives pas à supporter tout ça. Et la fille, tu as un enfant qui est là. Donc, ça joue sur les enfants, les jeunes filles aussi. Tu as ton enfant qui est à l'école, ah, ça va l'arriver, tu ne sais pas c'est quoi tu vas prendre le donner pour qu'elle se protège. Donc, ça fait qu'il y a ces enfants-là, même tu vois, à un moment de l'école, il va dire, je ne me sens pas, je ne me sens pas. Elle est à la maison en train de tourner. Elle est dans sa période. Le fait que la maman ne n'arrive pas à se protéger, va dire l'enfant, il faut rester à la maison à un certain moment, quand ça va finir, tu dois partir. Donc, vraiment, ça joue sur nous. C'est vrai qu'il y a ces ONG qui nous aident. S'il y a des nouvelles, vous venez nouvellement, la première des choses qu'on va vous donner, c'est des kits de dîner. C'est les nouveaux arrivés qu'on arrive. Peut-être il y a des gens qui sont arrivés il y a 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 année, qui vont utiliser les mêmes serviettes hygiéniques. Donc, ça fait que ça joue. C'est vrai qu'on nous donne, mais c'est une fois en venant qu'on vous donne. Donc, fait que beaucoup de femmes, avec les tissus que ça ne supporte pas, tu vas voir qu'ils utilisent les mêmes serviettes hygiéniques qu'ils ont pris il y a 4 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans. C'est les mêmes serviettes hygiéniques que ces femmes utilisent. Et ce qui fait qu'elles sont malades. Tu vas voir une femme qui est assise au milieu, elle commence à gratter. Elle va dire, ah, moi, je ne sais pas où j'ai attrapé ça. Pourtant, ça ne m'a jamais eu. Maintenant, ça me fait comme ça. Jusqu'à nous donner, même, on dit que quand vous allez laver, il faut étaler ça au soleil, il faut faire quoi. Mais maintenant, là où nous sommes, ce n'est pas clôturé. Vous êtes coincés, il y a des enfants, les hommes, les poules, c'est coincé. Tu vas étaler ça comment? Avec nos idées aussi, tu vas dire qu'elle voit ça, elle va dire une telle a fait ça. Donc, avec tous ces idées, elles étalent ça au coin dans la chambre.
elles vont coincer ça comme ça. Donc, après, maintenant, tu n'as même pas eu bon savon pour laver ça. Et puis, tu prends ça, tu coinces quelque part. Ah, tu vas prendre porter après, c'est ramassé du tout. Donc, vraiment, c'est qu'on demande à l'État, c'est de vraiment nous appuyer, surtout nous, les femmes déplacées et les jeunes filles, avec les kits de dignité. Que vraiment, ça va vraiment nous aider. Ça va diminuer les maladies. Ah, ça va aider les femmes, ça va faciliter le travail. Parce que si tu sais que tu as ça à tout temps, ça ne va pas te déranger. Tu es assis, en tout Madame, cas, ça, on souci à part. et Madame Compaoré, Oui. vous avez parlé tout de suite des maladies. Il s'agit de quelles maladies dont la mauvaise gestion des menstrues provoque? Il y a les pertes blanches. Il y a les pertes blanches. Que ça gratte jusqu'à ça soit du sang même. Tu grattes même, tu ne comprends rien. Tu pars à l'hôpital plusieurs fois, tu prends les produits. Ça continue. Pourtant, tu n'avais pas ça avant. Donc, Les infections alors? oui, oui. Donc, ça fait que beaucoup de femmes, ils ont ça. Beaucoup de femmes, ils ont ça. Une Donc, vraiment, dernière question. oui. Une dernière question pour clôturer votre témoignage. Qu'est-ce que de façon concrète l'ONID fait pour vous, femmes déplacées et jeunes filles déplacées à Fada? Donc, il y a la sensibilisation. Ils sensibilisent les femmes à ce qu'elles... C'est que quand elles seront en règle, à ce qu'elles veillent sur ça, comment laver. En tout cas, c'est la sensibilisation. Et ça a vraiment beaucoup aidé. Donc, ça, en tout cas, avec travers... Merci beaucoup, Madame Compaoré. On retient beaucoup de votre témoignage, qui est que cette question de santé, de l'hygiène menstruelle est très préoccupante à votre niveau et les conséquences sont assez énormes qui jouent beaucoup déjà même sur votre participation à la vie active, encore moins à la vie économique et encore moins à la vie sociale. Et la conséquence des conséquences, c'est surtout les questions de maladie et qui peuvent aussi constituer un frein à votre propre épanouissement. Merci beaucoup, Madame Compaoré. Vous restez avec nous. Nous avons des experts qui vont nous expliquer justement ce que c'est que les menstrues, pourquoi il faut bien les gérer et quelles solutions il faut qu'ensemble on puisse trouver encore que les hommes puissent aussi contribuer pour que nous puissions tous pouvoir participer autant qu'on peut au développement de nos pays. Merci beaucoup, Madame Compaoré. Merci bien. Et nous poursuivons ce webinaire avec nos éminents panélistes et on l'a tout de suite entendu ici, la question de la santé de l'hygiène menstruelle est une véritable préoccupation au Burkina Faso, malgré les nombreuses initiatives et organisations comme l'ONU, et nous avons eu la preuve avec ce témoignage. Bonjour à tous, je ne l'avais pas encore dit, donc bonjour à tout le monde. Bienvenue encore à ce webinaire qui nous permettra de comprendre cette problématique liée à l'hygiène menstruelle. Continuer à faire le plaidoyer pour une meilleure gestion, notamment chez les jeunes filles et femmes. Et au Burkina, nous avons des femmes qui n'ont même pas 500 francs pour se procurer le coton hygiénique. Et parfois, même si elles en ont, dans un lieu où il n'y a pas d'eau, il est difficile de gérer dignement ce webinaire et ces menstrues. Nous avons donc, comme je l'ai dit au début, 4 éminents panélistes, 3 de la santé et 1 sur les questions de justice. Il s'agit donc de Madame Mariam Nonguierma, qui est sage-femme. Bonjour, Madame Nonguierma. Oui, bonjour, tout. Merci et bienvenue à ce webinaire. Bonjour, Madame Roxane.
Bonjour, Madame Kindo. Bienvenue. Merci à vous. Madame C'est un Roxane plaisir. est de Women Global Health. Bonjour, Monsieur Konaïd. Bonjour madame, bonjour à tous les participants, à toutes les participantes de ce webinaire. Je suis heureux d'être avec vous ce matin. Merci beaucoup, Monsieur Konaïd. Et enfin, bonjour, Séraphine Kienre-Bioro qui représente l'ONID. Oui, bonjour Madame Basiratou, ravie d'être parmi vous. Merci à tous. Donc, je rassure nos participants qui sont en ligne que nous avons nos 4 experts qui sont tous là. Alors, on ne peut cependant pas aborder un problème qu'on ne connaît pas dans les détails. Je vais donc demander à Madame Nonguierman, qui est sage-femme, qui est championne sur les questions de santé sexuelle et reproductive. Elle va nous définir en fait ce que c'est que la santé de l'hygiène menstruelle. Madame Nonguierman, le micro est à vous. Qu'est-ce que, de façon globale et dans les détails, la santé de l'hygiène menstruelle? Merci beaucoup, Basiratou, et merci à tous ceux qui sont abonnés pour écouter, pour échanger sur cette thématique. Comme elle l'a dit, d'abord, il faut d'abord qu'on définisse ce que c'est que les règles et maintenant, quand on dit hygiène menstruelle, ça veut dire quand même qu'il faut mettre de l'hygiène. En définition, on dit seulement que les règles, c'est un écoulement sanguin et bien sûr souvent mélangé à des sérosités du vagin qui viennent chaque mois. Pour une femme qui a atteint l'âge de la puberté, bien sûr, excepté certaines femmes qui ont une anomalie, chaque mois, les règles viennent. Et les règles ne sont que la desquamation de la muqueuse utérine. Vous savez, chaque mois, l'utérus se prépare à recevoir un œuf. Et si l'œuf ne vient pas, mais bien sûr, ça va se desquamer, ça va se détruire. En termes clairs, si vous avez pour accueillir un étranger, si l'étranger ne vient pas, vous ramassez bien sûr vos clics et vos claques et vous en allez. Et c'est cyclique comme ça pour les règles et c'est chaque mois que ça doit survenir. Et pour dire, ces survenus doivent être pris en compte. Parce qu'on a dit, ce sont les règles qui viennent et quand vous ne les gérez pas bien, ça peut être à l'origine des grosses infections. Dans le témoignage, il y a une dame qui a dit que la dame a bien dit qu'il y a des démangeaisons qui peuvent survenir. Effectivement, ça peut être le cas parce que le produit utilisé pour vous protéger peuvent être à l'origine des infections et ces infections peuvent aller de manière ascendante, aller du vagin pour aller coloniser les autres organes. On en répète au lors de nos consultations, quand les femmes viennent, elles enlèvent ce qu'elles ont gagné et puis elles jettent par terre. J'ai dit non, il faut ramasser parce que ce que vous ne pouvez pas mettre dans votre bouche, vous ne devez pas le mettre dans le vagin. C'est exactement aussi les gastrologues protègent l'œsophage, la bouche et tout. Aussi les sages-femmes, les obstétriciens, les gynécos protègent aussi le vagin parce que ça peut être à l'origine de beaucoup de choses. Donc, en définition, c'est une desquamation des muqueuses de l'endomètre qui s'est préparé à recevoir un bébé qui ne l'a pas eu. Donc, on attend encore le prochain cycle pour l'avoir. Et aussi, il faut bien protéger pour ne pas se protéger avec du matériel propre parce que ça peut être à l'origine de beaucoup de maladies génitales.
Parce que ce qu'on dit, ce que vous ne pouvez pas mettre dans votre bouche, ne le mettez pas dans le vagin. Oui. Ça, c'est une très belle expression. Je pense qu'il faudrait qu'on la garde même comme citation et faire la promotion autour. Parce que c'est évident qu'on ne met jamais quelque chose de mauvais dans nos bouches, surtout quand c'est amer. Alors, Et les gens Madame pensent que, Nyangema, oui, merci. les gens pensent que les règles, c'est de la saleté. Ce n'est pas du tout de la saleté. Comme je le disais, c'est la desquamation, c'est la destruction de votre de l'endomètre qui est en train de sortir. Et c'est un écoulement sanguin cyclique dû à la desquamation simple seulement de l'endomètre. Donc, on reste ouverte pour les prochaines étapes. Merci. Ok, Madame Nyangema, mais on est entièrement dédiée aux règles. En quoi est-elle si importante jusqu'à ce point, jusqu'à ce qu'on lui dédie une journée? Et la journée est la bienvenue parce que c'est depuis 2014 que la journée a été instituée. Et la journée est la bienvenue parce que quand vous parcourez la population qui n'est pas complètement munie des commodités, vous allez rencontrer que les femmes souffrent. D'abord, quand elles sont en règle, il y a les douleurs qui sont là. Il y a des élèves qui ne partent même pas à l'école. Il y a des filles qui ne partent même pas pour le secteur informel. Elles ne partent plus pour leur commerce parce que ça fait mal. Et aussi, il y a la stigmatisation. Quand on voit une fille à l'école, nous avons fait les établissements, vous voyez une fille qui a son cycle et que sa tasse sont mettre à stigmatiser parce qu'ils ne comprennent pas. Et aussi, même les toilettes. Vous avez une toilette commune, aussi bien pour les filles que pour les garçons. Quand la fille rentre et qu'il n'y a pas assez d'eau, et puis il y a le sang qui est attaché, donc ça devient une stigmatisation. En quelque sorte, elle se sentira pas en sécurité. Elle se sentira un peu victime. Donc, il faut quand même prendre cette thématique en question pour ne pas avoir des déperditions, aussi bien dans les emplois, aussi bien au milieu scolaire et aussi bien même dans les marchés. Donc, il faut vraiment y réfléchir. Voilà, même dans les marchés, il y a des femmes qui ne partent même pas au marché. Même dans les marchés, il y a des problèmes. Il y a des femmes, une fois quand elles sont en règle, elles viennent, elles s'asseyent. Quand c'est mouillé, elles peuvent rester toute la journée même sans aller uriner. Parce que j'en ai reconnu au grand marché, j'ai fait, elles peuvent ne même pas se lever pour aller uriner parce qu'elles ont peur d'aller ne pas bien complices. Donc, il fallait quand même une journée pour sensibiliser la communauté parce que les règles, c'est un truc c'est un cycle qui est là et ce n'est qu'avec ce cycle seulement, sans ce cycle, il n'y aura pas la procréation de l'humanité. Alors, on a la date de mai, le 28 mai, qui est dédiée à cette journée et c'est dans le 5e mois de l'année, c'est-à-dire le mois de mai. Est-ce qu'on peut savoir le pourquoi de la date du 28 et le 5e mois de l'année? Je pense qu'à cette date-là, je n'ai pas cherché à savoir pourquoi c'est le 28, mais je sais que ça doit être la moitié de l'année pour que les gens puissent y réfléchir. Peut-être qu'une autre panéliste pourra le dire. Merci. Oui, vous gardez où, Madame Séraphine, si elle peut répondre à cette question du 28 mai et du 5e mois de l'année. Madame Séraphine, vous êtes là? Oui, madame, je suis là. En fait, c'est en rapport avec quand on prend 28 jours, généralement, on prend la moyenne de la durée, le cycle moyen des menstrues. Le cycle, en fait, ça fait 28 jours la moyenne. Et maintenant, pendant l'écoulement, la durée, là, c'est 5 jours. Pardon? Vous me recevez? Je pense que c'est une interférence. Oui, on te reçoit. Je pense que c'est une interférence. Allez-y. D'accord. Je disais que la date 28 mai, c'est réservé pour la moyenne du cycle menstruel, c'est 28 jours. Et à l'école, généralement, on prend 28 jours comme durée pour pouvoir faire les études.
cycle menstruel. Et maintenant, le 5 qui est 5e mois, c'est l'écoulement parce que ça va de 3 jours à 7 jours. Quand on fait la moyenne de cette durée de l'écoulement des règles, c'est 5. Donc, c'est pourquoi ils ont choisi 28 mai, donc 28 et 5 jours pour la durée. Donc, 28 pour le cycle moyen et puis 5 jours pour la durée de l'écoulement. Merci. Merci beaucoup, Madame Séraphine. On voit que c'est vraiment bien réfléchi. On va revenir à Madame Nonguerman. Tout de suite, vous avez dit il y a des femmes, même au marché, quand elles ont les menstrues et qu'elles sentent que c'est taché ou qu'elles ne sont pas dans une bonne position, à peine même elles continuent leur travail. Et des filles qui refusent même de partir à l'école, et bien d'autres cas. Madame Nonguerman, pourquoi autour des menstrues? Est-ce que c'est parce que c'est lié au sexe de la femme? Pourquoi ce tabou? Et je me dis, c'est parce que c'est lié au sexe de la femme. Comme on le dit, les violences basées sur les genres s'appliquent beaucoup à la jeune féminine. Et c'est pour ça que les filles, en dehors même de la stigmatisation, comme on le dit, il y a les douleurs. Et ce qui fait que les femmes n'y vont pas à leurs activités quotidiennes. Mais c'est effectivement dû à leur sexe féminin parce que tu ne peux pas te débattre en dehors d'un élan communautaire. Une seule femme ne peut pas se débattre pour s'en départir. Il faut qu'il y ait un élan communautaire. Il faut qu'il y ait un élan général. Et je pense que la date du 28 mai, qui est fixée pour cette thématique-là, est la bienvenue. Les femmes sont stigmatisées. Une fois que, je me rappelle bien qu'on est allé dans un lycée, il y a une fille, elle dit qu'elle a fait presque, elle a changé même d'école. Parce que tout simplement, elle s'est levée pour aller écrire au tableau et que sa jupe était tachée. Et les élèves se sont mis à se moquer d'elle. Et à la récréation, on dit non, qu'elle a fait des rapports sexuels, que voilà pourquoi elle le sent. Parce que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas ce que le cycle menstruel. Et les parents n'en parlent pas à leurs enfants. Quand on va faire une étude pour voir, vous allez voir que peut-être 80% des filles ont simplement entendu parler comme ça, de manière laconique, sans avoir réellement une réelle un réel apprentissage de la part de leurs parents. Je ne peux pas les en vouloir parce que même la maman même ne comprend pas beaucoup le cycle menstruel. A priori expliqué à sa fille. Et les parents, les hommes ne s'en mêlent même pas. Quand ils voient même quand ils voient leurs filles même qui sont en règle, il y en a même qui cachent qui ferment les yeux pour ne pas en avoir. Donc, ça veut dire que c'est toute la communauté qui est interpellée pour qu'on puisse débattre de cette thématique, de cette problématique qui vraiment va en déphasage avec l'évolution de la femme. Okay. Merci beaucoup, Madame Nonguerman. Je vais revenir encore vers vous avec une question. Mais ce Il n'y a que pas de vous dites souci. par rapport au fait que les parents même ne sont pas impliqués dans la gestion hygiénique des menstrues, juste une petite parenthèse. Moi, je me rappelle, le jour, j'étais encore petite, mais le jour où ma grande sœur a vu ses menstrues, je vous assure qu'elle l'a bastonné comme un serpent parce que tout simplement, elle avait vu ses règles. Elle n'a pas pris le temps de lui dire, voilà, et tu es, en voyant tes règles, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de changements dans ton corps. Mais elle a tout simplement dit, si tu ne fais pas attention, c'est maintenant que tu vas tomber enceinte. Donc, il n'y a plus d'explication, il n'y a plus de rien, en fait. Ça veut dire que quelqu'un qui, si tu n'as pas aussi des amis ou encore d'autres personnes qui peuvent t'aider, tout de suite, tu vas penser que voilà, j'ai eu mes règles, je vais tomber enceinte naturellement, alors que ce n'est pas le cas. Merci beaucoup, Madame Nonguerman. Madame Ok, bon, je Roxane, vous suis êtes avec disponible. nous? Madame Oui, je Roxane, suis vous êtes là. avec nous? Je suis là. Je suis là. Merci beaucoup, Madame Roxane.
spécialiste de droit, mais elle représente ici à ce webinaire l'association Women in Global Health. Et elle est juriste, comme je l'ai dit, et elle est titulaire d'un master en droit public dotée d'une plume résolument engagée parce que Madame Roxane est écrivaine et son livre est intitulé Déclic fatal. Elle accorde une attention très particulière au bien-être des groupes marginalisés au sein de la société, démontrant ainsi son engagement inébranlable envers une société plus juste et plus solidaire. Et qui dit société juste et solidaire parle justement des questions égalitaires dans tous les domaines, en tout cas pour ce qui concerne. En quoi est-ce que la santé de l'hygiène menstruelle est-elle une question de santé publique? Toi qui représentes Women in Global Health, qui est beaucoup engagée sur justement les questions de santé des femmes et des populations de façon générale. Bonjour à tous et à toutes. C'est Ratou, merci pour la parole. Bon, avant de répondre à ta question, j'aimerais quand même revenir sur le cas des statistiques qui a été évoqué par Madame Nonguerma. En avril 2024, il est ressorti que 60% des filles ne disposent pas d'informations sur les changements qui surviendront au cours de leur vie. Et beaucoup d'entre elles n'apprennent ce que sont que les règles que lorsqu'elles atteignent la puberté. Donc, c'est une parenthèse que j'avais continué. Donc, pour ce qui est de la question, il faut dire que la GHM, la gestion hygiénique des menstrues, qui est définie comme le fait d'utiliser des matériaux propres pour absorber le sang menstruel, devient un problème de santé publique quand elle est mal mise en œuvre. En ce sens que non seulement elle entrave les droits, elle entrave l'égalité entre la femme et l'homme, parce que bien sûr, la femme, elle, est menstruée, ce qui n'est pas le cas de l'homme. Par conséquent, les règles peuvent être handicapantes, soit pour la douleur, soit pour le fait qu'elles sont accompagnées de beaucoup de méconnaissances, de beaucoup de tabous et d'inconfort. De l'entrave des droits fondamentaux, tels que le droit au travail et à la scolarité. Madame Nonguerma l'a dit tout à l'heure, énormément de filles ne vont pas à l'école lorsqu'elles ont leurs règles, soit parce qu'elles ne peuvent pas se procurer des protections, soit parce qu'elles ont peur de se retrouver avec une tenue tachée, et même les toilettes. Dans les établissements, malheureusement, on ne retrouve jamais de toilettes destinées uniquement aux filles. Donc, c'est un gros souci qui fait qu'au cours de l'année, elle manque 20% des temps de cours, oui, des temps d'enseignement, oui, exactement. Et ce qui, bien sûr, nuit à leur scolarité. Et le droit à l'éducation est un droit qui est destiné à tout le monde. Et sans scolarité, croyez-moi que l'émancipation, même les femmes scolarisées ont des problèmes. Donc, imaginez lorsqu'elles ne sont pas. Il y a aussi la question de la stigmatisation qui empêche un traitement pour les douleurs et les troubles associés aux douleurs. Lorsque dans la communauté, les règles sont considérées comme impures, comme sales, et comme l'a dit Madame Nonguerma tout à l'heure, certains vont même jusqu'à penser que lorsqu'une fille a ses règles, c'est parce qu'elle est frivole, elle couche par-ci et par-là. Donc, bien sûr, il y a une stigmatisation qui est présente. Et moi, en tant que jeune fille, je ne pourrais pas en parler parce que j'ai peur des conséquences qui peuvent en découler. On peut soit me ruer de coups, vous en avez parlé tout à l'heure, soit se moquer de moi. Et récemment, j'étais à Fada d'ailleurs, j'étais à Fada jeudi, et nous avons écouté le témoignage d'une jeune fille qui a pleuré à chaudes larmes
première fois. Oui, parce elle qui était la première de sa classe, elle a dû abandonner les cours suite aux moqueries de ses camarades. Elle ne savait pas ce que c'était que les règles, elle a eu sa tenue tachée, ils se sont moqués d'elle, elle a abandonné les cours et par la suite, elle a eu des problèmes avec sa maman. Jusqu'à présent, elle en veut beaucoup à sa maman. Nous en avons parlé d'ailleurs, parce qu'elle l'accuse. Elle l'accuse d'avoir interrompu volontairement son cycle scolaire. Il a fallu lui faire comprendre que cette dame ne savait pas vraiment quoi faire parce qu'elle n'a pas été éduquée dans ce sens. Mais elle allait vraiment mal. Ça fait des années, mais elle s'en plaint toujours, elle pleure. Il a fallu la prendre de côté pour en discuter. Et là, par exemple, c'est un exemple pratique. Et malheureusement, les exemples sont nombreux. Dans les établissements, nous avons pu recenser pas les cours suite à de telles histoires. Vous êtes d'accord avec moi que ça devient un problème de santé publique. Ensuite, on a le fait, oui. Madame Roxane, Oui. vous avez parlé dans votre discours, ou en tout cas dans vos explications, vous êtes appesanti beaucoup sur le droit, c'est revenu plusieurs fois. En quoi est-ce que l'hygiène menstruelle est-elle un droit, surtout pour la femme et la jeune fille? D'accord. D'abord, il y a le droit à la santé. Et qui parle d'hygiène menstruelle parle d'abord de santé. C'est d'abord un problème de santé, raison pour laquelle on parle de santé sexuelle et reproductive. Ce droit-là est donc directement lié au droit à la santé sexuelle et reproductive. Ensuite, il impacte aussi le droit à l'éducation en ce sens que l'hygiène menstruelle entrave souvent la scolarité des filles. Après, on en vient au droit au travail. Parce que là encore, il y a des entraves, pour une raison ou une autre. Quand ce ne sont pas les douleurs, c'est l'inconfort au service, le manque d'installation pour la gestion hygiénique des menstrues. Donc, mine de rien, cela touche 3 droits qui sont fondamentaux. Raison pour laquelle cette question est un problème de droits humains. Ok. Et justement, vous l'avez dit, droit à la santé, droit à l'éducation, le droit à l'eau, parce que l'eau aussi est un droit et l'assainissement, le droit aux bonnes conditions de travail. Pourquoi on considère aujourd'hui que les menstrues, parce que Women in Global Health, c'est une organisation qui se bat beaucoup pour que les femmes et les hommes puissent avoir les mêmes droits, surtout au niveau de la santé. Pourquoi est-ce que les menstrues sont-elles un sujet égalitaire? Les menstrues sont un sujet égalitaire, tout simplement parce que la première des choses, quand on voit qu'on parle de menstrues, c'est ce cycle constant là de stigmatisation de la femme. Et bien sûr, la stigmatisation est la première cause des inégalités, surtout dans nos contrées. Donc, j'ai d'ailleurs une anecdote à ce sujet. Vous savez, même en Occident, en 1930, des scientifiques avaient même supposé que les règles des femmes étaient accompagnées de poison. Ils ont supposé que la femme, lorsqu'elle a ses règles, elle est plus qu'impure. Là, quand on parle de poison, c'est plus qu'une question d'impurité, de saleté. Donc, bien sûr, cela nuit déjà au droit de la femme en tant que personne, une personne qui doit se placer sur le même pied d'égalité que l'homme, parce qu'elle est accompagnée d'impureté, c'est même un poison ambulant et tout ce qui s'ensuit. C'est la première chose. Et ensuite, une fois qu'elle pose des limites à l'éducation, il y a bien sûr une atteinte à l'égalité au niveau des hommes qui ne sont pas confrontés aux menstruations comme les femmes. Donc, la jeune fille, elle, oui, elle a encore cette, si je peux l'appeler ça, cette casserole-là à traîner, ce qui n'est pas le cas du jeune garçon. Donc, bien sûr, il est plus à l'aise quand il s'agit d'aller à l'école, de suivre des cours, même de réussir. Et là, on a encore une entrave de plus pour la femme, quand il y a des limites à l'éducation.
inégalité. Et quand on en vient au problème de santé, elle est celle qui est directement concernée par cela, contrairement aux jeunes garçons ou même à l'homme. Et étant donné le coût élevé des protections hygiéniques, c'est malheureux de le dire parce que nous sommes dans des États où les préservatifs sont gratuits. Quand ils ne sont pas subventionnés, ils sont gratuits, mais très souvent gratuits. Et alors que de l'autre côté, on a la femme qui doit se procurer des protections hygiéniques qui sont encore pour moi comment on dit, plus important parce que là, on ne parle pas de sa volonté à elle. Elle n'a pas choisi d'avoir ses règles. Les règles viennent, c'est tout. Mais elle est obligée de faire avec les coûts élevés des protections parce que je pense qu'actuellement, la protection, quand on parle des jetables, ils sont à 600 francs le paquet. 600 francs le paquet, nous savons qu'habituellement, et les coûts sont élevés. Dans un pays où l'économie est mourante, comprenez que la femme qui déjà économiquement est très souvent limitée, que ce soit difficile pour elle. Du coup, elle se retournera toujours vers des protections moins hygiéniques. C'est là qu'interviennent les morceaux de tissu, de paille, et ces torchons-là les rend plus vulnérables aux infections génitales et urinaires. Ce qui n'est pas le cas de l'homme, bien sûr, parce qu'il n'est pas menstrué. Effectivement. Je me rappelle, lorsque j'étais plus jeune et quand je voyais mes règles, la question que je me posais toujours, j'ai dit, mais est-ce que les hommes là voient ça? Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai osé poser la question. On m'a dit, non, non, les hommes ne voient pas ça. J'ai dit, donc, ils n'ont pas mal au ventre chaque mois, au dos chaque mois. Ils m'ont dit non. J'ai dit, pour eux, d'où, hein? Merci Oui, beaucoup, Madame Roxane. nous avons. Monsieur Konaï, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Monsieur Konaï, ok. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous pour qu'on puisse rentrer justement sur le volet de droits humains en rapport avec les menstrues. Donc, je fais rapidement la présentation de Monsieur Konaïd Akwe Denudje, qui est juriste spécialiste en droits humains. Il est formateur et chercheur et il cumule plusieurs années d'expérience pertinente dans la formation, la conduite de contentieux stratégiques des droits fondamentaux, international et la recherche pratique. Il a une excellente maîtrise de l'environnement juridique ouest-africain des droits en santé sexuelle et reproductive et il a déjà mené et conduit ou encore être associé à plusieurs études en lien avec la question de la santé et l'hygiène menstruelle et dans ses relations avec les droits humains. Alors, Monsieur Konaïd, je demandais justement quels sont les rapports entre les menstrues et les droits humains. Alors, merci beaucoup, Madame Basseratou. Alors, je pense que le décor a été très bien planté. Le décor a été très bien planté parce que toutes ces questions-là sont très liées. Toutes ces questions-là sont liées parce que vous avez entendu parler, les deux dernières intervenantes dire euh, la question de la santé, de l'hygiène menstruelle constitue des questions de santé publique, constitue des questions de santé, et parfois on a même entendu dire que cela constitue un droit humain qui doit être protégé en vertu justement de ce que cela fait appel à des droits comme le droit à la santé, le droit à l'eau et bien d'autres. Mais quand on se pose la question de savoir pourquoi parle-t-on de droits humains alors que nous sommes en matière de santé et hygiène menstruelle? On va simplement répondre que oui, euh, les droits humains, nous l'avons défini et nous le définissons souvent comme étant ces droits, ces avantages, ces prérogatives dont nous jouissons du simple fait que nous sommes des êtres humains et qui sont constitutives de la dignité de la personne humaine, de la nature que nous avons et qui permet qu'on nous considère comme étant une personne humaine.
qui doit jouir de sa liberté, qui doit jouir de l'égalité en toutes circonstances, en tout cas en droit et en fait, et qui doit également avoir accès à la justice. Et quand on parle de santé menstruelle en lien avec les droits humains, on va commencer par dire que la santé menstruelle, en réalité, n'est rien d'autre qu'un état complet de bien-être, aussi bien physique que mental, mais également social, et pas seulement de l'absence de maladie ou d'infirmité en relation avec le cycle menstruel. Ce qui veut dire que lorsqu'on parle d'état complet de bien-être physique, mental et social, on fait appel à un certain nombre d'indicateurs qui ne sont rien d'autre que les droits humains. Et donc, on va constater que l'évocation de la santé et de l'hygiène menstruelle, les dit communément, fait appel au droit fondamental à la dignité de la personne humaine. Parce que l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme va nous dire que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, et que nous sommes dotés de raison et de conscience, et que nous devons agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Cet esprit de dignité de la personne humaine qui requiert que l'on considère chaque personne, chaque individu comme étant une personne digne, une personne singulière qui mérite respect et considération, va nous permettre également de voir que la question des règles fait appel à plusieurs autres droits parce qu'on va parler du droit à l'eau, on va parler du droit à l'assainissement, on va parler du droit à la santé, on va parler du droit à l'éducation, au travail, on va parler du droit à la non-discrimination, on va parler du droit à l'égalité, mais surtout également on va parler du droit à la sécurité. Et quand on va prendre chacun de ces droits, on pourra établir un lien évident entre la santé et l'hygiène menstruelle et chacun de ces droits. Quand je prends, par exemple, le droit à l'eau, il est impossible pour la femme d'avoir une santé et une hygiène menstruelle si elle n'a pas accès à l'eau. Et de quelle eau parlons-nous? Il s'agit de l'eau potable. Il s'agit d'une eau qui n'est pas polluée. Il s'agit d'une eau qui ne contient pas de substances nocives pour la santé. Il s'agit de quelle eau? Il s'agit d'une eau qui est accessible. Il s'agit d'une eau qui est de qualité. Il s'agit d'une eau qui est disponible en quantité. Et c'est la même chose quand on va prendre la question de la santé. Et vous avez entendu parler, la représentante des femmes déplacées, nous dire en début de ce webinaire que les conditions dans lesquelles elles vivent, les conditions dans lesquelles généralement les menstrues sont traitées en milieu de femmes déplacées peuvent conduire à des infections, parfois à des démangeaisons. Alors donc, c'est une question de santé. C'est une question de santé parce que la femme qui n'aura pas à gérer de façon convenable ses menstrues aura des problèmes de santé, aura des démangeaisons, ira à l'hôpital. S'il n'y a pas un hôpital qui est proche d'elle, alors elle va procrastiner, ça va se transformer en infection, ça va toucher plusieurs autres organes de son corps et c'est sa santé de façon globale qui sera mise en cause. Et c'est son droit à la santé qui est violé de cette façon. C'est la même chose pour l'éducation. Vous allez voir que les douleurs font que les filles et les femmes n'arrivent pas à aller à l'école, n'arrivent pas à aller à l'université parce que justement, elles vont se tordre de douleur à l'université ou dans des salles de classe, dans une atmosphère où les stigmatisations et les incompréhensions et surtout l'ignorance des autres fait que c'est difficile pour elles de vivre dans un tel environnement. C'est difficile pour elle de se tordre de douleur, assise dans une classe où personne ne la comprend, où tout le monde pense que elle est la fille aînée du diable, où on peut estimer que voilà, elle souffre d'une maladie et beaucoup d'autres choses. Vous allez voir également que les filles et les femmes peuvent manquer l'école
l'université parce que justement, elles n'ont pas les moyens de se procurer des serviettes hygiéniques adéquates, capables de pouvoir les soutenir durant toute une journée, par exemple. Donc, en absence de cela, elles décident de rester à la maison pour gérer au mieux sa menstruation. Cela a un impact sérieux sur son éducation. Même chose dans le domaine du travail. Vous imaginez une femme qui travaille dans les BTP, par exemple, qui qui a des règles douloureuses, elle est obligée de rester à la maison ou alors c'est qu'elle ne sera pas efficace au boulot. Et vous savez que lorsque vous n'êtes pas efficace au boulot, votre manager, il peut se séparer de vous. Question de droit de travail. Alors, Non-discrimination monsieur, et égalité, parce que la question de l'hygiène menstruelle, la question de la menstruation appelle également à ces égalités. Voici un homme et une femme qui, avons-nous dit, ont les mêmes droits et doivent jouir de ces droits dans les mêmes conditions, doivent composer la même épreuve au baccalauréat, doivent composer les mêmes épreuves à l'université. Il y a l'une, la femme, qui, en raison de sa situation, doit faire face à la menstruation, est obligée parfois de rester à la maison pour ne pas suivre les cours et donc est insuffisamment outillée pour composer le baccalauréat dans les mêmes conditions. Et un autre, le garçon, qui n'a pas de menstruation, qui va à l'école régulièrement et qui suit les cours et qui devra composer aussi dans les mêmes conditions que la femme. Vous voyez qu'il y a déjà un déséquilibre à ce niveau-là. Et si nous voulons que, à tout à situation fait. égale, règles égales soient appliquées, alors il faudra que nous puissions rétablir cet équilibre. Question de sécurité et surtout dans les zones en situation de crise humanitaire, dans les zones en situation d'insécurité, c'est très difficile pour les femmes parce que sortir pour aller acheter des serviettes hygiéniques peut être un facteur d'insécurité pour, euh, pour une femme. Être obligé d'aller dans des toilettes qui sont mal entretenues, être obligé d'aller dans des toilettes, vous savez que dans certaines régions de nos pays, il y a cette difficulté-là d'entretenir, d'assainir le milieu des toilettes. Vous voyez des toilettes qui sont sur des dalles qui sont d'à peine 2-3 centimètres. Et c'est tellement source d'insécurité. On a déjà entendu dire que des élèves sont tombés dans des WC parce que la dalle s'est affaissée et puis il y a eu des dégâts. C'est des sources d'insécurité. Mais par rapport à tous ces éléments, Ok. évidemment, Oui, ce n'est pas exhaustif ce que je viens de dire. On va voir qu'il y a d'autres droits oui, qu'on peut on a vraiment retenu beaucoup de liens justement entre les rapports et les menstrues et les droits humains. Mais Monsieur Konaït, est-ce qu'on peut porter plainte? Est-ce qu'on peut porter plainte? Parce que vous l'avez dit, il y a des enfants qui n'arrivent pas, des jeunes filles qui ne vont pas à l'école, des dames qui ne peuvent pas aller travailler parce qu'elles ont les règles. Est-ce qu'on peut porter plainte? Et auprès de qui? Si toi, ces droits à la santé et de l'hygiène ne sont pas respectés. Oui, vous savez, ces droits que nous venons de citer et qui ont un lien avec la santé et l'hygiène menstruelle ne sont pas des droits que nous avons imaginés. Ce sont des engagements que nos États ont pris. Ce sont des engagements que nos États ont pris au niveau du système des Nations Unies avec le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui oblige les États à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris à travers des législations et l'élaboration de politiques publiques pour assurer aux femmes qu'elles puissent avoir leur menstrues dans de meilleures conditions. La même chose se retrouve au niveau de l'Afrique avec la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et notamment son protocole additionnel, le protocole qu'on appelle souvent le protocole de Maputo, qui porte sur les droits, les droits des femmes. Dans ces différents instruments juridiques, il y a des engagements que nos États ont pris. Et si ces engagements-là ne se traduisent pas dans nos réalités, au niveau du pays, nous avons justement le droit de saisir les juridictions. Et vous savez, c'est déjà arrivé
une organisation malienne, j'ai oublié le nom de l'organisation, je vais peut-être chercher et vous l'envoyer, ait saisi la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour constater que le droit à l'éducation, le droit à l'eau et le droit à la dignité des filles sont violés au Mali en raison de ce que l'État ne prend pas les mesures pour assurer que dans les écoles, il y ait des systèmes d'installation, d'assainissement, de l'hygiène menstruelle pour les femmes. Et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a conclu que effectivement l'État du Mali a violé les droits de ces filles-là et a fait des recommandations à l'État. Et ces recommandations-là sont traduites en 6 points. Le premier point, la Commission leur a dit de faire tout pour qu'il y ait de la disponibilité. La disponibilité en ce qui concerne les produits qui permettent de faciliter la gestion de l'hygiène menstruelle, la disponibilité en termes d'eau potable, la disponibilité en termes d'installation immobilière, donc des toilettes qui respectent les normes, qu'il y ait de l'accessibilité. Accessibilité en eau potable. Est-ce que l'État dit par exemple que l'eau est disponible, mais est-ce que pour avoir accès à l'eau, il faut marcher sur 1 kilomètre pour l'obtenir dans sa version potable? L'abordabilité. Vous avez dit que l'eau existe, mais pour avoir accès à cette eau-là, faut-il payer 100 francs pour avoir accès à une bassine d'eau? Vous avez dit que les serviettes hygiéniques sont disponibles sur tout le territoire national. Est-ce que les filles peuvent avoir accès à ces serviettes hygiéniques-là et que les filles les plus démunies, les filles dont les parents n'ont aucun moyen, puissent également avoir accès à ces droits-là pour mettre l'accent sur la question de l'égalité? Le fait de n'avoir pas les moyens ne doit pas être une entrave à l'accès aux serviettes hygiéniques. C'est ce que la Commission a conclu. La qualité également. Et après, on va parler de la sûreté, de l'intimité et de la dignité des personnes. Donc oui, lorsque ces droits-là qui sont liés à la santé et l'hygiène menstruelle sont violés, on peut saisir les juridictions, on peut porter plainte. On peut également même porter plainte au niveau national. Parce qu'en matière de droits humains, il y a que ces droits-là, notamment les droits sociaux, sont des droits programmatiques, des droits qu'on programme, donc les droits dans lesquels l'État investit l'argent en fonction de ses moyens. Mais il y a une obligation fondamentale qui oblige que l'on ne puisse pas régresser. Si en 2024, l'État du Burkina Faso a voté comme budget en ce qui concerne la santé et l'hygiène menstruelle 20 milliards de francs CFA, en 2025, l'État du Burkina Faso doit tout faire pour investir au moins 20 milliards 1 franc CFA. C'est-à-dire qu'on ne doit pas régresser d'un seul franc. Donc, si par exemple, cela est constaté au niveau du Burkina Faso, on peut saisir les juridictions pour faire constater cela et obliger les dirigeants à prendre les mesures qui s'imposent. Et dans ce cadre-là, j'ai déjà fait une étude avec une ONG béninoise, une organisation féministe, Filles en Action, sur l'état des lieux des expériences, des situations vécues et besoins des filles du Bénin en matière de santé et hygiène menstruelle. Et dans cette étude, par exemple, nous avons essayé de voir comment est-ce que les filles aperçoivent, les filles vivent l'apparition des premières règles. Et on les a questionnées, par exemple, sur l'avant, le pendant et l'après. On a constaté qu'avant les premières règles, par exemple, plus de 80% des filles sur l'étendue du territoire national, avec un échantillon d'environ 600 personnes enquêtées, ont estimé qu'elles n'ont jamais été informées des menstrues, qu'elles ont eu leur première information dès qu'elles ont eu leur première règle. Et donc, elles vivent l'apparition des premières règles comme étant une situation très difficile, il y en a qui estiment que c'est de la maladie, il y en a parmi elles qui n'ont pas le courage d'en parler à leurs parents. Et donc, leurs parents ne savent même pas
qu'elles ont eu leur premier menstrué. Il y a également d'autres qui ont estimé, je vous cite par exemple un verbatim, quand j'ai eu mes premières règles, c'était à l'école et je n'en savais rien. J'avais été désigné par mon professeur et c'est à cet effet que mes camarades ont remarqué que j'étais taché et ont commencé à se moquer de moi. Cela m'a vraiment fait honte, mais j'ai tout de suite eu le soutien de ma cousine qui savait déjà ce que c'était ce phénomène. Elle m'a donc prêté son pain et m'a expliqué ce qui m'arrivait. Une fois à la maison, je n'ai rien osé dire à quiconque. Le mois suivant, la même chose s'était reproduite et ma maman l'a constaté et m'a frappé. Vous voyez comment les filles vivent cette situation. Et pourtant, on a dit que le droit à l'information est un droit fondamental et qu'avant l'apparition des premières règles, les filles doivent être informées sur cela. Que pendant les règles, elles doivent bénéficier d'un appui et Oui, doivent être conseillées je, sur la manière oui, je pense de gérer que cela. Madame Nonguierma l'a dit au début, où elle disait que même les mamans ne sont parfois pas informées. Donc, du coup, elle déteint ça sur les enfants. Et je pense Évidemment. qu'il revient justement aux organisations comme ONID et bien d'autres de mettre l'accent sur la sensibilisation, comme notre témoin déplacé jeune fille l'a dit. Aujourd'hui, je pense que l'un des plaidoyers qu'on peut faire, l'une des recommandations sur laquelle il faut insister, c'est véritablement la sensibilisation et l'information surtout auprès des parents. Merci beaucoup, Monsieur Kounaïd. La troisième question était justement de savoir les textes qui régissent ces questions liées à l'hygiène, à la santé de l'hygiène menstruelle. Mais je pense que vous l'avez dit, j'ai noté le protocole de Maputo et aussi la Commission africaine des droits de l'homme. Vous pourrez revenir là-dessus. Mais on passe rapidement à Madame Séraphine Kienrebero, qui est la représentante de l'ONU, pardon, les l'ONID. Pourquoi je passe le temps à dire l'ONU? Peut-être que l'ONID va devenir l'ONU, je ne sais pas. Alors, Madame Séraphine, vous êtes avec nous? Oui, Madame Bassiratou, je suis là. Oui. Vous êtes la représentante de ONID, qui est une organisation qui est très, très attachée justement à tout ce qui est santé égalitaire, surtout en droit des femmes et des filles. Mais pour le cas spécifique de l'hygiène menstruelle, quels sont les cas que vous rencontrez très, très souvent sur le terrain? D'accord. Merci, Madame Bassiratou, et bonjour à tous. Alors, je vais d'abord vous présenter qui est ONID avant de toucher le vif du sujet. Alors, ONID, c'est l'Organisation pour des nouvelles initiatives en développement et santé. C'est une association qui a été créée par un groupe de médecins, de juristes et de psychologues. Elle a été officiellement reconnue en 2013 avec pour mission la protection, la vulgarisation et l'effectivité des droits des femmes, des jeunes et des groupes spécifiques. Alors, concernant le sujet de la santé et l'hygiène des menstrues, ONIS a commencé à travailler depuis 2019 sur la question avec l'accompagnement de Amplify Change que je salue au passage et que je remercie. Alors, dans le cadre du projet, anciennement, on l'appelait gestion hygiénique des menstrues, qui est devenue maintenant la santé et l'hygiène des menstrues. Donc, nous avons utilisé 3 stratégies d'intervention, à savoir la sensibilisation, le référencement et le plaidoyer. Alors, concernant la sensibilisation, nous avons un pool d'animateurs de divers profils, fait de sages-femmes, d'agents de santé à base communautaire, d'étudiants qui sont engagés et qui ont la même vision que ONID. Alors, ces animateurs vont animer, vont faire des séances d'animation en communauté. Alors, dans les marchés, ils sont là, dans les établissements, ils sont là, et même à domicile, parce qu'ils font également des animations de porte en porte, dans les écoles des métiers. Voilà, ils sont là, ils font des sensibilisations autour du thème. Concernant le projet de la santé et l'hygiène des menstrues,
nous avons au total pu toucher plus de 3800 personnes, dont plus de 2400 femmes, filles et femmes, et plus de 1300 garçons. Alors, moi-même, je suis agent de terrain là-bas, je fais des animations, je suis parajuriste. Donc, concernant les difficultés, parce qu'on rencontre des difficultés, Madame Nonguierma Madame l'a Serra, noté plus haut. Oui, un instant, s'il te plaît, je te ok, coupe. Je voulais juste informer l'assistance, les gens qui nous suivent là, qu'ils peuvent oui. commencer à poser les questions en postant dans le chat. On va les recenser et puis dès qu'on finit avec vous, on va leur passer la parole pour justement poser ces questions-là. Donc, ils peuvent déjà commencer à mettre les questions dans le chat. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer, Madame Séraphine. D'accord, merci. Merci. Vous parliez D'accord, des difficultés. oui, oui. La difficulté majeure qu'on rencontre est que jusqu'à nos jours, la question des menstrues reste toujours un tabou. Parce que quand on parle, par exemple, en communauté pour faire des sensibilisations autour de la question, les femmes, vous voyez les petites filles de 9 ans, 10 ans, les mamans ont tendance à leur dire quittez. Elles les libèrent, en fait, elles les chassent. Parce que le débat qu'on veut faire, c'est pour les adultes. Tout en oubliant que même les enfants de 9 ans peuvent voir les règles. Et elles-mêmes, elles ne vont pas parler, puisque c'est un tabou, en fait. Nos mamans ne nous parlent pas de cela. Alors, donc souvent, on est obligé de dire à la maman, est-ce que vous savez que votre petite fille qui est là, qui a 10 ans, 9 ans, est-ce que vous savez qu'elle peut voir ses règles? Il y a eu un cas palpable qu'on a vu, la maman a dit que non, elle est toujours jeune. Mais quand j'ai questionné la petite me dit qu'elle, je crois que c'est l'année dernière qu'elle a commencé à voir ses règles. Tandis que sa maman est à la maison, elle ne sait pas. Elle pense que l'enfant a 10 ans, elle n'a pas vu. Elle a commencé à voir quand elle avait 9 ans. Donc, c'est ce cas, c'est cette difficulté en fait qu'on rencontre parce que nous-mêmes les femmes en fait, on considère toujours ces menstrues-là comme un tabou en fait. Et quand tu parles pour faire des sensibilisations, s'il y a des hommes dans le lot ou des garçons, d'autres s'élèvent parce qu'ils disent que c'est une question de femmes. Et même quand tu veux les impliquer, les dames se sentent mal à l'aise vu la présence des hommes. Des fois, tu es obligé de les diviser, de les séparer pour faire l'animation avec les femmes et faire l'animation avec les hommes. Mais toujours est-il qu'à la fin, on dit en fait, nous, notre objectif est de briser les tabous en fait autour de cette question. Parce que si toi, l'homme, tu es là, il faut savoir qu'à quelque part, il y a la maman qui a vu ses menstrues et qu'elle a pu maintenant te mettre au monde. Du coup, les menstrues, ce n'est pas une saleté, ce n'est pas une malédiction en fait, c'est une bénédiction au contraire. Oui, donc c'est plus ces genres de difficultés qu'on rencontre. Et aussi, comme on fait des animations dans les établissements, je crois qu'il y a une des intervenants qui a eu à parler de cette question. Je crois que c'est Madame Roxane. En fait, dans les établissements, il n'y a pas d'infrastructure adaptée, en fait, pour les filles, pour qu'elles puissent gérer leurs menstrues, le matériel de collecte qu'elles utilisent. En fait, elles ne savent pas comment où et comment en fait les gérer. Donc, il y a cette difficulté qu'on rencontre dans les établissements. Et il y a peu d'établissements qui ont, par exemple, une infirmerie qui peut gérer les douleurs pendant les menstrues. La jeune fille voit ses menstrues, elle a mal. Bon, il faut qu'elle rentre pour aller faire une consultation et avoir en fait un calmant afin de revenir peut-être le lendemain ou bien le soir. Il y a un temps de cours qu'elle perd et s'il y a une évaluation, ça veut dire qu'elle va perdre quelque chose. Alors, donc, ce sont ces difficultés qu'on rencontre. Mais j'allais noter également qu'il y a souvent des sessions de confection des serviettes hygiéniques réutilisables qu'on fait Au souvent. niveau de ONID, Oh oui, il y a souvent des sessions de fabrication. On apprend aux filles, aux femmes à faire leurs propres serviettes hygiéniques avec les tissus. mais dites-moi, entre les serviettes hygiéniques Mhm. réutilisables et le coton, Mhm. lequel est beaucoup plus accessible ou efficace surtout pour ces jeunes filles?
Ici, je ne pourrais pas trancher clairement parce que c'est individuellement, en fait, c'est personne dépendant. Si par exemple, je suis à l'aise avec les serviettes réutilisables, je prends ça, j'adopte ce qui me convient. Maintenant, si je suis mieux à l'aise avec ce qui est réutilisable aussi, en fait, j'opte pour cela, en fait. Mais toujours est-il que chacun prend ce qui correspond avec lui. Il y a d'autres qui disent, quand elles utilisent, par exemple, ce qui est non réutilisable, elles font des allergies. Je crois que c'est ça qui a fait même qu'on a plus pensé à utiliser nos pagnes. Et généralement, on parle de nos pagnes que nos femmes font avec nos consommons burkinabés là, comme c'est à base de coton et autres. Donc, sur cette question, on ne peut pas dire c'est ça qui est bien, mais toujours est-il que s'il y a l'hygiène dans mon choix, voilà, si par exemple les serviettes, si j'utilise, que ce soit réutilisable ou non, s'il y a l'hygiène dedans, je pense que ça pourrait aller. Et si je ne fais pas d'allergie, voilà, ça peut aller en fait. Donc, c'est personne dépendant. Ok, merci beaucoup, Madame Kendrebego, qui est médecin. Je ne l'avais pas dit à l'assistance, qui est médecin au chercheur du FADA, parajuriste à l'ONU depuis 2019. Elle est clinicienne bénévole à la clinique du Centre d'écoute pour jeunes de la BBF depuis 2018. Elle est membre du comité de nomination de la gouvernance de la BBF. Madame Séraphine, je veux continuer toujours avec vous. Puisque vous êtes médecin et vous rencontrez beaucoup de cas, quels sont justement les risques liés à une mauvaise gestion de l'hygiène menstruelle? La témoin l'a dit, il y a des infections et bien d'autres, mais c'est quoi exactement les risques en termes sanitaires surtout? D'accord. Et je crois que Madame Nonguerma l'a abordé plus haut, mais quand on parle de santé, il y a déjà même le bien-être qui est là, d'accord? Donc, quand je suis par exemple en période de menstrue, j'ai obligation d'être propre, d'employer des méthodes hygiéniques. Alors, pour moi-même, mon bien-être déjà, qui est un grand volet important de la santé, donc l'hygiène est déjà une question de bien-être. Donc, maintenant, si je n'arrive pas à avoir cette propriété, cette hygiène, on a couramment tendance à dire aux gens, quand les menstrues viennent, en fait, considérez que c'est comme du sang, en fait. Donc, le sang et les germes, c'est vite, vite, en fait. Donc, pour baisser le langage, en fait, pour qu'ils puissent comprendre, c'est ce qu'on leur dit, en fait. Quand je suis en période de menstru, il faut savoir que c'est les sangs qui sortent. Et si mon matériel de collecte, que j'ai utilisé des garnitures, que ce soit des serviettes, qu'on a l'habitude de dire coton hygiénique, que ce soit du coton, tant qu'il n'y a pas la propreté et que je prends des germes, je colle à ma partie génitale, je mets mon slip, je mets ma culotte, puisque je dois me protéger pour qu'en fait qu'il n'y ait pas de fuite. Donc déjà, la zone là, l'air ne rentre pas. Non, le peu de germes que j'ai mis, puisqu'il y a des germes anaérobiques, ils se multiplient vite quand il n'y a pas l'air. Puisque tu ne vas pas t'asseoir et écarter les jambes pour que l'air rentre. Tu vas toujours t'asseoir, en fait, comme nos mamans ont l'habitude de dire, de manière sage. Donc, cette conduite va amener, en fait, les germes à se proliférer, à se multiplier. Donc, j'ai des risques de faire des infections. Est-ce que vous voyez? Alors, et si ces infections montent, parce qu'il y a des degrés, ça peut rester au niveau du vagin, comme ça peut monter aussi et aller jusqu'au niveau de l'utérus, en fait. Donc, c'est les risques des infections. Parce que je vois qu'au début, la témoin parlait d'autres femmes qui grattent. Alors, donc, c'est un des signes, en fait, des infections au niveau vaginal. Voilà. Il y a ça et il y a aussi, si je ne change pas beaucoup, c'est comme c'est un constituant de l'organisme, ça dégage une odeur en fait à partir d'un certain moment. Donc c'est en fait le lien entre l'hygiène et l'hygiène des menstrues et puis la santé en fait. Ce concours si on n'adopte pas des méthodes voilà, hygiéniques au cours des menstrues. Et qu'est-ce que ONIN fait pour venir en aide, surtout dans les personnes qui sont dans ces situations? Votre témoin l'a dit,
Il y a beaucoup de sensibilisations qui sont faites. Il y a aussi la confection des serviettes hygiéniques. Mais est-ce qu'il y a d'autres actions que ONID fait qu'elle n'a pas citées? Oui, parce que je sais qu'il y a eu une période où ONIS a fait je sais pas en français, c'est dotation ou don des kits de, comment on appelle, de dignité. Voilà. Il y a eu une période, donc il y a des fois où Oui. ONIS fait ce genre de dons-là, de dotation en serviettes hygiéniques. Oui, en plus de ce qu'elle a cité, en plus des sensibilisations qu'on fait pour eux, parce que la dernière fois, à la sensibilisation, j'ai eu la chance de participer. Ils ont fait une forme de thé débat où on a abordé tous ces cas-là. Oui. Et il y a aussi des référencements qu'on fait. En fait, je n'ai pas encore terminé. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais je dois finir. Je nous propose de finir parce qu'il nous reste 35 minutes. On va D'accord. consacrer ces 35 minutes aux questions-réponses. D'accord. Alors, l'autre volet d'intervention est le référencement, parce que sur le terrain, si on rencontre des filles, des femmes qui se plaignent des dysménorrhées, les douleurs pendant les règles, on fait des référencements, puisqu'on travaille aussi avec des agents de santé. On fait les référencements vers ces agents de santé qui vont assurer la prise en charge. Il faut savoir qu'il y a des gens, pendant les menstrues, qui durent plus que le temps donné. Parce que quand ça dure plus de 7 jours, tu peux avoir une anémie en fait parce que c'est du sang qui coule maintenant. Donc, ces cas, on fait des référencements au niveau de nos sages-femmes qui vont assurer la prise en charge. Alors, il y a aussi le volet plaidoyer. Alors, au niveau du volet plaidoyer, c'est des recommandations que nous avons à l'endroit du ministre de la Santé, de Monsieur le Président, du ministre de l'Éducation nationale. Alors, à l'endroit du ministre de On va, l'Éducation on va, on va revenir sur les recommandations juste à la fin. D'accord, pas de problème. Ok. En tout cas, merci, voilà, merci à tous nos 4 éminents intervenants. Pour l'ensemble de ces questions, on retient que les questions de menstrues restent toujours un tabou. Et c'est une question de droits humains, c'est une question égalitaire et ça demeure une problématique de santé publique. En tout cas, merci à vous. Et on va donner la parole aux participants qui sont très nombreux, qui se sont connectés vraiment beaucoup. Et la première à poser la question, enfin à lever la main, était Maïmouna. Maïmouna, j'espère qu'elle est avec nous toujours. Elle demande est-ce que la stigmatisation des menstrues n'est-elle pas un moyen de contrôle du corps féminin? Voilà. Est-ce que la stigmatisation des menstrues n'est pas un moyen de contrôle du corps féminin? Je vais demander à Madame Nonguierma de répondre à cette question. Oui, merci. Je pense que sa question s'adresse plus en droit parce que contrôler le corps d'une femme, je ne sais pas, c'est la bafouer, c'est la rabaisser et en quelque sorte, c'est la rendre un peu plus vulnérable et que c'est l'homme qui contrôle son corps jusqu'à contrôler même ses règles. Parce qu'il y a des femmes même, les hommes qui demandent, tu as vu tes, je sais que tu as vu tes règles à tel jour. Pourquoi les règles ne sont pas encore venues pour tous ceux qui désirent avoir des enfants. Donc, c'est un truc de contrôler même le corps de la femme. En fait, c'est une aliénation même à la femme. Et je profite aussi pour répondre, s'il te plaît, Bassiratou, à des questions qui ont été posées, ou bien c'est pas possible. Oui, allez-y, allez-y. Voilà, parce qu'il y a une qui a dit qu'elle voit ses règles 3 fois dans le mois. Si tu Oui, vois, normalement, je vais vous ok, citer les ok, questions. C'est au fur et à mesure, oui, oui. Est-ce que, voilà, merci pour la réponse. Est-ce que Monsieur Adonai peut apporter aussi sa contribution sur cette question de stigmatisation des menstrues comme un moyen de contrôle du corps féminin? Oui, je voudrais dire que effectivement, la stigmatisation
peut constituer ou constitue un moyen de contrôle du corps de la femme, dans un contexte où la femme doit disposer de tous ses droits, de l'entièreté de ses droits sur le contrôle de son corps. Cependant, ce qui se passe généralement, c'est que cette stigmatisation rend vulnérables les femmes. Quand à l'école, on vous dit que c'est parce que vous avez euh, fait l'amour avec trois, quatre personnes dans la même journée et que c'est en raison de cela que vous avez du sang qui coule. Quand on vous dit que vos menstrues sont en train de sentir alors que quelqu'un vient de péter juste à côté. Quand on refuse de manger avec vous parce que vous seriez en période menstruelle, ce sont des stigmatisations qui vulnérabilisent les femmes et qui fait en réalité que les hommes ou de façon générale la société se donne la possibilité de les influencer, de les contrôler, de parfois leur demander on veut manger ensemble, mais est-ce que tu es en menstruée? Parce que je ne mange pas avec les femmes qui sont en menstruée, je ne peux pas m'asseoir à côté de toi si tu es en menstruée, je ne peux pas faire ci avec toi si tu es en menstruée. Et c'est effectivement très, très délicat. Ce sont des sujets que nous devons prendre avec beaucoup de sérieux parce que ça impacte la vie même des femmes. OK. Merci beaucoup, Monsieur Adounaïd. Il y a Edwige Sommet qui dit C'est Konaïd. qu'elle voit ses règles 3 fois. Konaïd, merci, pardon. Il y a qui voit 3 fois, Edwige Sommet qui voit 3 fois ses règles dans le mois. Et cela est dû à quoi? Donc, Madame Nyenguerma, vous pouvez nous répondre à cette question. Oui, cette question, ça fait partie des anomalies du cycle menstruel. Elle doit aller consulter parce qu'il y a beaucoup de phénomènes qui rentrent en jeu pour régulariser les cycles menstruels. Il y a les ovaires qui interviennent. Si les ovaires ne marchent pas bien, ça peut arriver. Il y a même l'endomètre qui intervient. Si l'endomètre n'est pas tellement bien bâti, c'est un mur. Et si le mur n'est pas bien structuré, ça peut aussi ne pas bien marcher. Elle doit aller en consultation. Sinon, généralement, c'est cyclique, c'est un mois. Mais il peut arriver que quand tu as eu un peu peur dans la joie ou dans un inconfort, que le cycle se revient rapidement. Et souvent, même, il y en a même qui sont à l'ère 8e, 9e jour des règles. Quand ils ont une émotion particulière, le cycle revient. Ça veut dire que c'est l'hypophyse qui a déclenché quelque chose parce que c'est un cycle qui est vraiment régulé par l'hypophyse, les ovaires, l'utérus, parce que c'était un peu long pour expliquer toute la physiologie des règles. C'est pour cela qu'on a synthétisé en disant que ça vient au niveau seulement de l'utérus. Donc, ça peut avoir ça, mais ce n'est pas répétitif. Tu peux être là, tu as une grande émotion, que ce soit la joie ou la tristesse, et les règles viennent avant les prochaines règles, mais ça ne peut pas être répétitif. Si c'est répétitif, il faut aller en consultation pour pouvoir corriger. Madame, est-ce que souvent aussi, ça ne peut pas être dû aux contraceptions? Oui, les contraceptions aussi peuvent avoir un effet. D'ailleurs, quand elles partent en consultation, je pense que si c'est les contraceptions, elle a eu quand même les explications. Mais ça, ce n'est pas des saignements très abondants qu'on peut dire que c'est des règles. Ça, on appelle ça des spotting. C'est-à-dire, c'est des petits saignements qui viennent. Ça aussi, c'est dit, c'est des hémorragies de privation. Peut-être que la contraception, la matière n'est pas suffisante pour tout bloquer. Et c'est ça qui fait que ça vient les spotting. Comme on peut provoquer aussi ces règles. Moi, je peux décider, par exemple, les gens qui voyagent, on les met sous contraception pour bloquer complètement les règles pendant 3 mois. Et quand elles vont arrêter, le cycle va revenir. C'est ce qu'on appelle l'hémorragie de privation. Si elle est sous contraception, certainement qu'on lui a expliqué les effets secondaires de ces contraceptions. Et généralement, ce n'est pas des règles très abondantes, c'est des spotting, c'est des petits saignements. Merci.
Merci beaucoup, Madame Nonguerma. Et il y a Monsieur Adama Yamiro qui dit que dans nos communautés, on entend dire qu'une femme qui ne voit pas ses règles ne peut pas enfanter. J'aimerais avoir des éclaircissements. Je vais laisser encore la parole à Madame Nonguerma parce que vous l'avez dit, pas de règles, pas d'humanité, justement. Oui. Madame Nonguerma, vous êtes là? On dirait que votre connexion vacille. La connexion de Madame Nonguerma qui ne donne pas. Séraphine, est-ce que vous pouvez prendre la main pour répondre à cette question? Séraphine? Séraphine? Oui, en fait, on dit que vous n'autorisez pas le micro. OK, c'est bon maintenant. Voilà. Oui, on a coutume de dire quand on ne voit pas ses règles, on Oh, ne ok, peut pas. mais en fait, on avait coupé le micro chez moi. Ah, d'accord, ok. Excusez-moi, juste une petite